sur chacune de ces dispositions. Honourable member. Reprise du débat, l'honorable député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président, ou Madame la Présidente. Je tiens à remercier d'abord les électeurs d'Ottawa Sud. Je suis honoré de pouvoir représenter une si belle circonscription, une circonscription diversifiée où on parle 82 langues, où nous avons des gens qui viennent de plus de 116 pays, donc je décris ma circonscription comme les Nations unies d'Ottawa-Sud. Bon nombre de mes collègues ont déjà parlé de l'objectif du projet de loi C5 et de ses objectifs. J'appuie l'objectif du projet de loi. Je pense qu'il apportera des changements importants à notre système de justice pénale. Je pense qu'il faut s'attaquer aux effets disproportionnés que la justice pénale a eus sur certaines communautés au Canada. Nous savons que certaines communautés au Canada et dans d'autres pays ont des interactions plus intenses avec le système de justice pénale que d'autres. La représentation disproportionnée des personnes noires au sein du système carcéral en est un exemple. Il faut donc revisiter nos lois entourant l'imposition de peine, et c'est exactement ce que fait le projet de loi C5. Le Canada n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls à reconnaître que l'utilisation de peines minimales obligatoires sans discrétion s'est avérée un exercice coûteux et inefficace pour lutter contre la criminalité. D'autres pays s'éloignent de ce type d'approche de justice pénale. Bien que les peines minimales obligatoires peuvent représenter les objectifs politiques du gouvernement, nous savons que les peines minimales obligatoires ne dissuadent pas les criminels. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs été très claire sur la question des peines minimales obligatoires. La politique de sécurité publique ne se fait pas seule. Elle s'informe et s'articule autour des réussites et des échecs de d'autres pays. Nous pouvons donc nous fier sur les mesures qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Par exemple, aux États-Unis, au niveau fédéral et des États, l'utilisation des peines minimales obligatoires est très grande. Mais dans les dernières décennies, plusieurs États ont réduit, voire éliminé les peines minimales obligatoires, surtout les peines liées aux drogues et aux crimes mineurs. Cette transition s'articule autour du besoin de réduire les taux d'incarcération élevés et les effets sociaux et budgétaires associés à cette réalité. Un rapport en Californie a indiqué les coûts associés à l'incarcération en Californie. J'encourage donc tous les partis en cette Chambre à reconnaître les effets réels des peines minimales obligatoires et à améliorer notre système de justice pénale. Aux États-Unis, certains ont décrit ce mouvement comme un mouvement plus intelligent en matière de criminalité, un mouvement qui reconnaît qu'un taux élevé d'incarcération de jeunes noirs et jeunes d'origine hispanique se voient disproportionnellement touchés par les lois entourant les peines minimales obligatoires aux États-Unis, particulièrement pour les crimes non violents liés aux drogues. Certains ont également indiqué que les peines minimales obligatoires, en réalité, encouragent un cycle de criminalité et de violence en assujettissant des jeunes qui autrement auraient pu éviter le milieu carcéral à un cycle de violence et d'incarcération. Le président américain a indiqué sa volonté d'éliminer les peines minimales obligatoires au niveau fédéral et encourage les États à en faire de même. Dans d'autres pays, des changements semblables ont été apportés. Par exemple, en 2014, la France a abrogé certaines peines minimales obligatoires, citant des recherches démontrant que le taux de
de récidive avait doublé entre 2001 et 2011, augmentant de 4,8 à 12 Lorsqu'on étudie les tendances dans des pays alliés au Canada, nous voyons une transition qui s'éloigne des peines minimales obligatoires, sauf dans les cas les plus graves, en faveur d'une plus grande discrétion accordée au juge au moment de la détermination de la peine. Bien qu'on ne peut se fonder uniquement sur les preuves internationales, elle nous offre tout de même une voie importante. Ces comparaisons nous permettent d'établir le contexte de nos politiques en matière de détermination de la peine. Le Code criminel et la loi sur les substances prévoient plus de 70 infractions sur les armes à feu, la conduite avec faculté affaiblie, la traite de personnes, la traite à des fins sexuelles, la trahison et l'importation et l'exportation d'armes à feu et de certaines drogues, notamment la cocaïne et l'héroïne. 30 infractions ont été modifiées dans les 15 dernières années, presque entièrement par l'ancien gouvernement Harper. L'objectif était d'augmenter ou d'alourdir les peines minimales obligatoires ou d'en créer de nouvelles. Je me souviens, j'étais à la Chambre lorsque ces amendements ont été apportés par l'ancien gouvernement. Lorsque les mesures ont été proposées, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur celles-ci. Je m'y opposais à l'époque, je m'y oppose encore aujourd'hui. À l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est que les soi-disant preuves présentées à la Chambre avaient été produites par la section de la politique du ministère de la Justice, qui est un ancien membre du personnel conservateur, et même au sein du ministère, des avertissements avaient été formulés à l'effet que ces dispositions n'atteindraient pas l'objectif voulu. Le projet de loi C5 renversera la tendance établie par les conservateurs. Il rendra notre système de justice pénale plus inclusif et plus juste. Il abrogerait les peines minimales obligatoires, notamment pour toutes les peines entourant les drogues, ainsi que certaines liées aux armes à feu. Ce n'est pas ici un signal du Parlement que les infractions avec des armes à feu ou liées aux drogues ne sont pas sérieuses. Au contraire, les infractions liées aux drogues et aux armes à feu peuvent être extrêmement sérieuses, et je fais pleinement confiance à l'appareil judiciaire pour imposer les peines appropriées. C5, comme je l'ai dit, n'approcherait pas toutes les peines minimales obligatoires prévues au Code criminel. Aucun changement aux infractions liées aux enfants ou à d'autres crimes sérieux, et la peine d'emprisonnement à perpétuité ne serait pas modifiée non plus pour les cas de meurtre. Certains disent qu'il faudrait éliminer toutes les peines minimales obligatoires. D'autres diront que le gouvernement abroge trop de peines minimales obligatoires. Je sais que le ministre de la Justice est prêt à étudier les changements proposés au projet de loi. Donc, je ne veux pas que l'on se voit distrait de notre mission, c'est-à-dire d'étudier les modalités du projet de loi C5. C'est un projet de loi bien ficelé qui a été bien accueilli par la communauté. Il apporte des changements importants, pas seulement pour les peines minimales obligatoires, mais également pour les ordonnances de sursis. Et c'est pourquoi je voterai en faveur des changements proposés dans C5, parce que je pense que ces changements rendront notre système de justice plus juste et plus équitable. J'encourage tous les députés en cette Chambre d'appuyer le projet de loi C5. Merci, Madame la Présidente. Questions et observations. Le député de Sherwood Park, Folk, Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue de son discours et je le félicite aussi de sa réélection. Il a parlé du fait que certaines communautés historiquement marginalisées, comme les Autochtones et les Noirs, sont surreprésentées dans la population carcérale. Il semble que l'une des causes possibles de cette surreprésentation, c'est le fait que les membres de certaines communautés se voient attribuer des peines beaucoup plus longues pour un même crime par rapport à d'autres. Alors, il faut qu'il y ait une cohérence dans la détermination de la peine.
Il faudrait que les gens puissent recevoir la même peine lorsque même crime est commis avec les mêmes circonstances. Pour ce faire, il faudrait des lignes directrices très claires, comme des peines minimales obligatoires ou autres. Mais si on retire les peines minimales obligatoires, cela va faire en sorte qu'on va accroître le pouvoir discrétionnaire, mais cela ne va pas réduire la discrimination. Cela va faire en sorte qu'on va faire en sorte que l'incohérence dans l'application des peines soit poursuivie. Le député d'Ottawa-Sud. Bon, le député parle de la constance, la cohérence dans la détermination de la peine, mais on ne peut pas avoir une application générale uniforme. Lorsqu'un juge est saisi d'un dossier, il se doit de tenir en compte toutes les données, santé mentale, par exemple, ou toxicomanie. On en a parlé en chambre. De l'autre côté de la Chambre, on semble penser que la dépendance, c'est un choix. Mais lorsqu'on est dépendant, on n'a pas le choix. Alors, lorsqu'on veut appliquer des stricts critères similaires, on essaie de faire tout entrer dans une même boîte. Mais le député sait très bien qu'il y a un petit pourcentage de la population, par exemple les Autochtones, qui sont surreprésentés dans la population carcérale. Le député de Berthier-Masquinongé. Merci, mon collègue, pour son discours. J'aimerais l'entendre davantage sur l'importance de garder un pouvoir discrétionnaire, une flexibilité aux gens qui sont qualifiés pour juger des peines, selon les circonstances, selon l'individu qu'ils ont devant eux, selon le fait que c'est un multirécidiviste ou un jeune qui a été mal influencé. En tout cas, il y a un paquet de facteurs qui peuvent jouer. J'aimerais peut-être qu'il élabore davantage là-dessus et qu'il nous dise aussi ce qu'il pense des peines qui sont reliées au trafic d'armes illégales, qui est une de nos principales préoccupations présentement. Merci. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Madame la Présidente, j'aimerais reprendre là où j'avais laissé le rôle des juges. Les juges ont un rôle difficile. Ils doivent étudier les faits dans un dossier. Je rappelle, moi, lorsque j'ai fait mon stage en droit, j'ai été frappée à quel point les juges s'exposaient à des dossiers complexes et à quel point c'était difficile. D'une part, il y a l'activité criminelle et d'autre part, la santé mentale et le problème de dépendance. Nous savons que c'est le cas. Les dossiers soumis aux tribunaux sont très complexes. Et voilà pourquoi les juges devraient pouvoir jouir d'une marge de manœuvre judiciaire pour pouvoir bien évaluer des circonstances sérieuses. Ce projet de loi n'élimine pas toutes les peines minimales obligatoires, je l'ai dit, mais je crois que les juges devraient avoir droit à une marge de manœuvre. Le député de Courtenay-Alberni. Madame la Présidente, il y a plus de 1200 vies qui ont été fauchées depuis que ce gouvernement est entré au pouvoir. Qu'il s'agisse de divers experts de la toxicomanie, de la dépendance, de la santé et même le propre panel du gouvernement sur la toxicomanie s'est prononcé là-dessus. Ils disent tous la même chose. On doit décriminaliser les drogues et fournir un approvisionnement sûr. Mais pourtant, le gouvernement n'a pas réagi. À Vancouver et en Colombie-Britannique, on attend encore. Peut-être que mon collègue peut m'aider. N'est-il pas d'accord pour dire que c'est la politique qui entrave les efforts audacieux qui sont nécessaires? Si les libéraux croient vraiment que c'est une question sanitaire, alors pourquoi ne pas traiter... Je me dois de vous interrompre. Une très brève réponse du député d'Ottawa-Sud. Merci, Madame la Présidente. La réponse est oui. Nous voyons le tout du point de vue de la santé. Nous étudions la question de la décriminalisation en fonction de preuves. Nous avons besoin de preuves